Depuis la plateforme d'observation de la station Conseil galactique Concorde, les étoiles offraient un spectacle magnifique. L'ambassadeur Marcus Webb contemplait les vaisseaux de 47 espèces différentes fendant l'espace, telles une danse qu'il ne comprenait pas encore. Il y a 3 mois, l'humanité avait enfin réussi à voyager plus vite que la lumière. Il y a 3 mois, la Terre envoyait son premier message à la galaxie. Marcus se trouvait là, représentant l'humanité entière devant la plus puissante alliance de l'espace connue. La salle de réunion était immense. Des représentants de dizaines d'espèces extraterrestres étaient assis sur des chaises conçues pour des corps qui ne ressemblaient en temps rien à ceux des humains. Certains avaient 6 jambes. D'autres flottaient dans des réservoirs de liquide. Quelques-uns n'étaient que des nuages de gaz maintenus ensemble par des champs de force. Marcus se sentait minuscule et terriblement seul. Le chef du conseil était un Tanien du nom de Haut-Orateur Vélote. Il ressemblait à un grand insecte recouvert d'une armure bleue. Sa voix, amplifiée par un traducteur, paraissait amicale, mais Marcus pouvait lire l'inquiétude dans ses grands yeux noirs. « Bienvenue, ambassadeur Webb, » dit Vélote. « Nous avons examiné vos spécifications militaires, conformément à la loi de Concorde. Nous avons quelques réserves concernant la conception de votre nouveau vaisseau de guerre. » Marcus afficha l'écran holographique. L'USS Valor apparut dans les airs entre eux, tournant lentement sur elle-même. Elle était magnifique. 2 kilomètres de prouesse technique. La fierté de la flotte de défense solaire terrestre. « Quelle réserve ?» demanda Marcus. Un petit extraterrestre ressemblant à une méduse flottante prit la parole. « Votre blindage est 5 fois plus épais que celui du Concorde, même avec les normes maximales. Votre réacteur produit 8 fois plus d'énergie que ce dont un vaisseau de cette taille ne devrait avoir besoin. Votre armement est excessif. » Marcus fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. C'est un vaisseau de guerre. Il est construit pour combattre. »« Non, 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 » dit un autre extraterrestre. Celui-ci ressemblait à un arbre ambulant. Les vaisseaux sont construits pour participer à la guerre selon des protocoles établis. Votre vaisseau est construit pour gagner à tout prix. Il y a une différence. Pendant 3000 ans, la galaxie s'était accordé des règles pour la guerre. Les vaisseaux ne pouvaient avoir que certaines dimensions, les armes que certaines puissances, et les blindages que certaines épaisseurs. Tous respectaient ces règles. La guerre restait terrible, mais elle était maîtrisée, prévisible, et l'on pouvait y survivre. L'humanité ignorait tout de ces règles. La Terre s'était déchirée pendant 10 000 ans par des conflits internes. Chaque guerre avait appris aux humains à concevoir de meilleures armes, des blindages plus résistants et des vaisseaux plus rapides. Lorsque les humains ont construit le Valor, ils l'ont conçu pour résister à tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils l'ont conçu pour protéger la Terre de toute menace. « Nous avons besoin que vous repensiez ce vaisseau, » dit Véloth avec précaution. « Respectez nos critères. Rendez-le moins puissant. Rendez-le plus équilibré. » Marcus observa les visages autour de lui. Ils étaient hantés et sérieux. Il voulait en réalité que l'humanité dégrade son unique vaisseau de guerre spatial. « Non, » dit Marcus d'une voix calme. Un silence s'installa. « Ambassadeur Webb, » reprit Véloth lentement. « Il ne s'agit pas d'une requête, c'est la loi de Concorde. Toutes les espèces membres doivent respecter les conventions militaires. Tout refus entraînera des conséquences. »« Alors nous refusons, » rétorqua Marcus. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait assurée. « La Terre ne réduira pas ses défenses pour se conformer à des règles que nous n'avons jamais acceptées. Le Valor restera tel quel. » Le conseil explosa. Les extraterrestres hurlèrent dans une douzaine de langues différentes. L'interprète peinait à suivre. Finalement, Véloth leva une main griffue pour obtenir le silence. L'humanité s'exposerait alors à des sanctions, des restrictions commerciales, des interdictions de voyager, et si le Valor pénétrait dans un espace contrôlé, il serait considéré comme une menace. Marcus acquiesça. « Je comprends. Nous partons. » Tandis que Marcus sortait, il entendit des chuchotements derrière lui. Les extraterrestres étaient effrayés.
Ils avaient peur d'un simple vaisseau humain. Sur Terre, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'humanité était rejetée par la galaxie. Certains étaient en colère, d'autres avaient peur. Mais la flotte de défense solaire poursuivait ses opérations. Le Valor était presque prêt pour sa première véritable mission, une croisière d'essai à travers le système solaire externe. Le capitaine Elizabeth Chen fut choisi pour le commander. Âgée de 42 ans, Chen était une vétérane des guerres de la ceinture d'astéroïdes, où les corporations humaines s'étaient disputées les droits d'exploitation minière. Intelligente et calme, elle ne se laissait pas facilement impressionner. Les extraterrestres pensent que nous avons construit un monstre, dit son second alors qu'il se préparait au départ. Chen sourit. Nous avons construit un vaisseau de guerre, un vrai. Ce que personne ne savait, c'est qu'un groupe radical appelé la suprématie zeltienne avait déjà pris sa décision. Ils estimaient que l'humanité était trop dangereuse pour être laissée à elle-même. Ils étaient convaincus que le Valor devait être détruit avant sa mise en service. Ils pensaient qu'il fallait donner une leçon à l'humanité sur la puissance galactique. 12 croiseurs zeltiens quittèrent donc secrètement leur système, d'origine. Leur cible, Jupiter. Leur mission était simple, localiser le Valor lors de sa croisière d'essai et le détruire. Montrer à l'humanité que les règles de la galaxie avaient une raison d'être. Le commandant zeltien, l'amiral Kraith, était confiant. 12 croiseurs contre 1. Les humains n'auraient même pas le temps de se rendre. Ce serait rapide, net, un message que même les espèces primitives comprendraient. Ils se trompaient. L'USS Valor fendit l'espace près de Jupiter avec la précision d'une lame d'argent. Le capitaine Chen était assis dans le fauteuil de commandement, observant l'immense planète s'afficher sur les écrans. 6 heures de test étaient en cours. Tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. « Capitaine, nous avons des contacts », cria l'officier des capteurs. 12 vaisseaux viennent de sortir de l'hyperespace. Distance, 2 millions de kilomètres. Ils foncent droit sur nous. Chen se pencha en avant. Identification. Vaisseau de guerre de la suprématie zeltienne. Classe croiseur. Ils émettent sur tous les canaux. L'écran principal vacilla. L'amiral Kraith apparut. Il ressemblait à un lézard géant vêtu d'une armure de métal noir. Ses yeux jaunes fixèrent Chen avec mépris. Vaisseau humain Valor, vous êtes en infraction avec le droit militaire en vigueur. Désactivez vos armes et préparez-vous à être détruit. Ceci est votre seul avertissement. Chen cligna des yeux. Il vient de nous dire de nous préparer à être détruits après nous avoir prévenus. Son officier tactique acquiesça. Je crois qu'il y a un problème de traduction, madame. C'est déroutant, dit Chen. Puis elle appuya sur l'interphone du navire. Poste de combat. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Les alarmes retentirent dans tout le vaisseau. 2000 membres d'équipage se précipitèrent à leur poste. Dans la salle des machines, la puissance du réacteur atteignit son niveau de combat. Dans la soute à armement, les canons à accélération magnétique s'activèrent. Les tubes lance-missiles chargèrent en leur cargaison mortelle. « Capitaine, ils tirent des coups de semonce », rapporta l'officier tactique. « Des projectiles de plasma. Ils passeront à environ 50 km devant nous. » Chen observa les traînées d'énergie bleue défiler sur l'écran. « Ils s'attendent vraiment à ce qu'on s'arrête ?»« Je le crois, madame. D'après les protocoles de Concorde, nous sommes censés désactiver les boucliers et accepter leur décision. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. » Chen a dit « Bouclier, au maximum, chargez toutes les armes, préparez le réseau de défense rapproché. » L'amiral Krara n'en croyait pas ses yeux. Le vaisseau humain ne respectait pas le protocole. Il ne s'éteignait pas, au contraire, il se préparait au combat. « Ils ne comprennent pas, » dit son second. « Ce sont des primitifs. Ils ignorent tout de la guerre. Nous allons leur apprendre. » Kraith ordonna. « Tous les vaisseaux, attaquent en formation. Visez leurs moteurs et leurs armes. Essayez de ne pas faire trop de victimes. Nous voulons que les survivants rapportent sur le message sur Terre. » Les 12 croiseurs zeltiens se déployèrent en une formation tactique parfaite. Ils avaient répété cette manœuvre des centaines de fois au cours de dizaines de guerres. 3 vaisseaux attiraient le feu ennemi,
tandis que les autres attaqueraient sur les flancs. La stratégie était infaillible. Ils firent feu avec leurs canons à plasma principaux. Une énergie d'un bleu éclatant jaillit à travers l'espace en direction du Valor. D'après leurs calculs, les boucliers humains céderaient après 3 impacts. Le vaisseau serait alors sans défense. Le plasma a touché les boucliers du Valor. Une explosion d'énergie s'est produite. Les boucliers ont vacillé. Puis, ils ont tenu bon. La deuxième salve a touché. Les boucliers ont tenu à nouveau. La troisième salve a tenu bon. Leurs boucliers sont toujours à 97%, a rapporté l'officier de capteurs zeltien. C'est impossible. Tirez des missiles, ordonna Crête. Ils submergèrent Samantha leur défense. 200 missiles furent censés lancer depuis la flotte zeltienne. Ils fendirent l'espace à une vitesse incroyable. Aucun vaisseau ne pouvait arrêter autant de missiles. Aucun système de défense rapproché n'était aussi efficace. Sauf que l'humanité avait consacré 3 siècles à la conception de systèmes de défense rapprochés, capables d'abattre les missiles hypersoniques terrestres. Le réseau de défense rapproché du Valor s'activa. Des milliers de petits canons électromagnétiques suivirent les missiles ennemis. Ils tirèrent en parfaite synchronisation. Les missiles furent anéantis. Tous. Ils explosèrent dans des éclairs fulgurants à des milliers de kilomètres du Valor. Pas un seul n'atteignit sa cible. Sur la passerelle du Valor, Chen sourit. Eh bien, leurs missiles sont plus lents que les nôtres. Cela facilite les choses. Un tir de riposte tactique. Les canons à accélération magnétique prennent pour cible le croiseur de tête. Oui, madame. Feu. Les canons principaux du Valor n'étaient pas des armes à énergie. Il s'agissait de canons à rail adaptés à la taille d'un vaisseau. Ils tiraient des projectiles en carbure de tungstène de la taille de voiture à une fraction de la vitesse de la lumière. Chaque projectile contenait plus d'énergie cinétique qu'une bombe nucléaire. Le premier projectile frappa le vaisseau amiral de l'amiral Crate. Il traversa les boucliers, comme s'il n'existait pas. Il perça le blindage. Il déchira 3 ponts. Le réacteur du vaisseau amiral se déstabilisa. Le vaisseau explosa dans une boule de feu blanc. L'amiral Crate mourut sur le coup, ainsi que ses 400 hommes d'équipage. Il ne comprit jamais ce qu'il avait tué. L'arme était trop rapide, trop puissante, trop différente de tout ce qu'il connaissait. Le vaisseau amiral ennemi a été détruit. L'officier tactique du Valor fit son rapport d'un ton calme. « Bien, dit Chen. Maintenant, finissons-en vite. Lancez les lance-missiles en pleine dispersion. Ciblez tous les vaisseaux restants. » Le Valor transportait des missiles conçus pour détruire les bunkers militaires fortifiés sur Terre. Chaque ogive était une bombe à fusion. La puissance de feu était jugée excessive selon les normes de Concorde. Pour les humains, il s'agissait d'armes anti-navires standards. 300 missiles furent lancés. Ils se déployèrent selon un schéma ne laissant aucune échappatoire aux vaisseaux zeltiens. Les extraterrestres tentèrent de les abattre, mais leur défense antimissiles était trop lente. 47 minutes après le début de la bataille, 3 croiseurs zeltiens supplémentaires furent détruits, puis 2 autres, puis 4 autres. Les 2 derniers vaisseaux zeltiens tentèrent de fuir. Ils firent demi-tour et activèrent leurs mestanit et leurs moteurs supraluminiques, mais avant qu'ils ne puissent sauter, des projectiles de canons électromagnétiques les atteignirent. Les 2 vaisseaux se disloquèrent, projetant air et corps dans l'espace. Chen consulta l'écran tactique. 12 icônes rouges indiquaient l'emplacement de la flotte zeltienne. Il ne restait plus que des débris. « Rapport des dégâts », dit-elle d'une voix calme. « Éclamiteux mineurs sur la coque aux sections 7 et 12. Nous avons perdu 3% de notre système de défense antimissile. Un membre d'équipage blessé, rien de grave. Les boucliers sont de nouveau pleinement opérationnels. » Chen hocha lentement la tête. Elle se sentait mal. Elle venait de tuer des milliers de personnes. Mais ils avaient attaqué les premiers. Ils étaient venus pour détruire son vaisseau, pour tuer son équipage. « Envoyez un message à la Terre, » dit-elle. « Dites-leur ce qui s'est passé et déposez une plainte officielle auprès du Concorde galactique concernant cette attaque non provoquée. » À travers la galaxie,
des capteurs automatisés avaient observé le combat. Les enregistrements circulaient déjà dans l'espace du Concorde. Toutes les espèces avaient vu la même chose. Un seul vaisseau humain avait détruit 12 croiseurs ennemis en moins d'une heure. Les humains n'en avaient même pas qu'un. Ils avaient rendu la chose facile. La galaxie était terrifiée. La session d'urgence du Conseil galactique concordant était la plus importante depuis 3 siècles. Chaque espèce membre avait envoyé ses représentants. L'immense salle du Conseil était comble. Tous voulaient voir les enregistrements de Jupiter. Le haut orateur Vélote se tenait au centre de la salle. Il paraissait fatigué. Le bleu de son armure semblait plus sombre qu'auparavant. Il leva la main griffue pour imposer le silence. « Nous allons maintenant analyser les données du combat », annonça-t-il. L'écran holographique remplit toute la salle. Tous observèrent la flotte zeltienne s'approcher du vaisseau humain. Ils virent le Valor refuser de s'éteindre. Ils virent dans les canons à plasma et les missiles rester impuissants. Ils virent le vaisseau humain riposter. Ce qui les terrifiait le plus, ce n'était pas la puissance des armes humaines, mais leur efficacité. Le Valor ne gaspillait jamais un seul tir. Sa tactique était parfaite. Il n'y avait aucun honneur dans leur façon de combattre, aucune tradition, juste une destruction froide et calculée, conçue pour gagner au plus vite. L'enregistrement terminé, le silence se fit dans la salle. Un expert militaire de la République de Tinia prit la parole le premier. Le général Corvox était âgé et couvert de cicatrices, témoin de 19 guerres différentes. Il n'avait jamais perdu une bataille. « J'ai analysé les tactiques humaines », dit-il lentement. Ils combattent comme aucune espèce que nous ayons jamais rencontrée. Ils ne cherchent pas à neutraliser leurs ennemis. Ils ne cherchent pas à minimiser les pertes. Ils ne cherchent qu'à gagner. Chacun de leurs choix est guidé par la victoire. Ils se battent comme des bêtes, s'écria un représentant zeltien. Sa voix était empreinte de colère et de chagrin. Ils ont assassiné l'amiral Kraith et des milliers des nôtres. C'est inadmissible. L'ambassadeur Marcus Webb se leva. Tous les regards extraterrestres se tournèrent vers lui. Il sentait leur peur et leur colère peser sur lui comme un poids physique. « Vos vaisseaux nous ont attaqués », déclara Marcus d'une voix ferme. Le Valor effectuait un vol d'essai de routine. Votre amiral Kraith nous a ordonné de nous préparer à la destruction. Que vouliez-vous qu'on fasse? Mourir en silence? Vous étiez censé suivre le protocole? Demanda Véloth. Mise hors tension. Acceptez le jugement. Voilà comment se comportent les espèces civilisées. Marcus secoua la tête. C'est comme ça qu'on se fait tuer. L'humanité a appris depuis longtemps que le seul moyen de survivre est d'être trop dangereuse pour être attaquée. Nous avons construit le Valor pour protéger la Terre. Elle a parfaitement rempli sa mission. Et c'est bien là le problème, déclara une petite extraterrestre cristalline. Sa voix était comme du verre brisé. Vous avez conçu un vaisseau pour tuer. Nous avons conçu les nôtres pour mener des guerres surmontables. Votre philosophie est trop dangereuse pour la galaxie. Un représentant marchand du consortium vélien leva un tentacule. Peut-être nous trompons-nous. Les humains possèdent manifestement une technologie militaire supérieure. Nous devrions commercer avec eux et non les menacer. Absolument pas, siffla un commandant militaire. Si les armes humaines se répandent dans la galaxie, chaque guerre deviendra une guerre totale. Des millions de personnes mourront, des planètes seront réduites en cendres. Nous ne pouvons pas le permettre. Le débat fit rage pendant des heures. Les pacifistes souhaitaient dialoguer avec l'humanité. Les factions militaires souhaitaient une frappe préventive avant que la Terre ne puisse construire d'autres vaisseaux comme le Valor. Les marchands, quant à eux, y voyaient une opportunité de profit. Personne ne parvenait à un consensus. Finalement, Véloth convoqua un vote. La résolution 468 fut présentée au Conseil. Elle interdisait officiellement les vaisseaux de guerre de type humain. Elle exigeait que la Terre mette le Valor hors service et soumette de nouveaux modèles conformes aux normes de Concorde. Si l'humanité refusait, elle serait totalement isolée de la civilisation galactique.
Le vote fut adopté à une large majorité. Seule la République de Trinia et quelques espèces mineures votèrent contre. Bellot se tourna vers Marcus. Ambassadeur Webb, le Concordat a tranché. L'humanité dispose de 90 jours standards pour se conformer. Passé ce délai, tout vaisseau militaire humain pénétrant dans l'espace du Concordat sera considéré comme un acte de guerre. Marcus se leva. « Je dois parler à mon gouvernement, mais je peux vous dire tout de suite ce qu'il dira. La Terre n'acceptera jamais de se mettre sans défense. Alors ce sera la guerre, déclara froidement le représentant zeltien. Marcus sortit de la salle la tête haute, mais intérieurement, il était terrifié. La Terre ne possédait qu'un seul vaisseau de guerre. Le Concorde comptait des milliers d'individus. Comment l'humanité pourrait-elle survivre? Sur Terre, la nouvelle sema la panique. Des manifestations éclatèrent dans les rues. Certains exigeaient que le gouvernement se soumette au Concorde. D'autres souhaitaient que la Terre prenne le pouvoir. La flotte de défense solaire fut placée en état d'alerte maximale. La présidente Sarah Martinez s'est adressée au monde depuis le bâtiment du gouvernement de la Terre unie. « Citoyens de la Terre », a-t-elle déclaré. Le Concorde galactique exige que nous détruisions notre unique vaisseau de guerre spatial. Ils veulent que nous suivions leurs règles, des règles conçues pour rendre la guerre prévisible et contrôlée. Mais l'humanité n'a pas survécu à 10 000 ans d'histoire en se pliant aux règles des autres. Nous avons survécu grâce à notre force, notre intelligence et notre refus d'être des victimes. Elle marqua une pause, fixant la caméra. Nous ne détruirons pas le Valor. Nous n'affaiblirons pas nos défenses. Au contraire, nous construirons davantage de vaisseaux, des vaisseaux plus puissants. Nous montrerons à la galaxie que la Terre n'a peur de rien. Nous rejetons catégoriquement l'ultimatum du Concordat. La foule à l'extérieur laissa éclater des cris et des acclamations. La moitié du monde célébrait, l'autre moitié se préparait y est à la guerre. Dans des salles de réunion secrètes disséminées dans l'espace du Concordat, les commandants militaires élaboraient leur propre plan. Ils savaient que les politiciens allaient bavarder et débattre pendant des mois. Mais les commandants, eux, connaissaient la réalité militaire. Il fallait stopper l'humanité au plus vite avant qu'elle ne puisse construire davantage de cuirassés. Une coalition se forma dans l'ombre, 7 espèces, 300 vaisseaux. Ils se faisaient appeler l'Initiative de défense, mais tous les autres les connaissaient sous le nom de flotte rebelle. Leur plan était simple et brutal, court-circuiter toutes les voies diplomatiques. Ils prévoyaient de frapper les colonies terrestres pendant que le Valor se trouverait dans une zone inappropriée de l'espace. Ils allaient prouver à l'humanité que le nombre l'emporte toujours sur la technologie. Leur cible était New Terra, la première colonie humaine au-delà du système solaire. 200 000 civils, quasiment aucune défense militaire. La cible idéale pour briser la volonté humaine. Le général Corvox fut informé du plan par son réseau de renseignement. Il était horrifié. Ce n'était pas la guerre. C'était un meurtre. Il envoya un message crypté à la Terre pour la prévenir de l'attaque imminente. Le message parvint au commandement de la défense terrestre à 3h00. L'amiral Sarah Chen, sœur aînée d'Elizabeth Chen et commandante de toute la flotte de défense solaire, le lut 2 fois, puis elle commença à passer des appels. La Terre disposait de 3 cuirassés opérationnels, Valor, Défiance et Indomitable. Il faudrait que cela suffise. Elle ordonna aux 3 vaisseaux de se diriger à toute vitesse vers New Terra. La course a été lancée. Vue de l'orbite, la colonie de New Terra offrait un spectacle magnifique. Des continents verdoyants, des océans bleus et des nuages blancs. Elle ressemblait presque trait pour trait à la Terre. C'est pourquoi les humains avaient choisi cette planète. Ils s'y sentaient chez eux. La gouverneure Maria Santos, dans le centre de commandement de la colonie, fixait l'écran des capteurs avec une horreur grandissante. 89 vaisseaux de guerre venaient d'apparaître aux abords du système. La plus grande flotte jamais rassemblée dans l'histoire de Concorde, et ils fonçaient droit sur New Terra. « Nous n'avons pas assez de vaisseaux pour les combattre », déclara son conseiller militaire, la voix tremblante.
Nous avons 3 patrouilleurs, des navettes améliorées, équipées de missiles. Face à 89 vaisseaux de guerre, Maria ferma les yeux. 200 000 personnes vivaient sur Nutra. Des agriculteurs, des scientifiques, des enfants, des familles qui avaient voyagé 4 ans dans l'espace pour bâtir un nouveau monde. À présent, ils allaient mourir. Quand la flotte arrivera-t-elle de la Terre? Demanda-t-elle doucement. Ils se sont encore à 6 heures. La flotte extraterrestre nous rejoindra dans 3. Maria acquiesça. Ensuite, nous évacuons autant de personnes que possible. Nous les mettons à l'abri dans les abris souterrains. Peut-être que certains survivront. L'amiral Corvox commandait la flotte rebelle depuis son vaisseau amiral, l'Éternel Justice. Cette mission le mettait mal à l'aise. Attaquer des civils sans défense allait à l'encontre de toutes ses convictions, mais il avait reçu l'ordre d'y participer. Son gouvernement souhaitait témoigner de sa solidarité envers les autres espèces. « Amiral, nous recevons une transmission de la colonie », annonça son officier de communication. La gouverneure Santos apparut à l'écran. Elle paraissait fatiguée et effrayée, mais sa voix était assurée. Ici la gouverneure Maria Santos de la colonie de Nouvelle-Terra. Nous sommes une colonie civile sans force militaire. Nous avons ici 200 000 personnes, dont 50 000 enfants. Quel que soit votre différend avec le gouvernement terrien, ces gens n'y sont pour rien. Je vous en prie, ne faites pas ça. Corvox se sentait mal. Il voulait faire demi-tour, mais s'il le faisait, son propre gouvernement le traiterait de traître. Les autres commandants l'observaient. « Gouverneur Santos, dit-il lentement, je suis sincèrement désolé. Nous ne ferons aucun mal à vos civils, mais nous devons bloquer votre planète jusqu'à ce que la Terre accepte de se soumettre à la loi de Concorde. Aucun vaisseau ne pourra entrer ni sortir. Nous autoriserons les livraisons de ravitaillement, mais rien d'autre, je vous le promets. » Un autre amiral intervint. Le commandant Xylo était un Zeltien. Son espèce voulait venger les morts de Jupiter. Aucune négociation n'était envisageable. Nous allons montrer ce qui arrive aux espèces qui défient le concordate. Préparez le bombardement orbital. Reculez, Xylote, ordonna Korvac d'un ton sec. Nous avions convenu d'un blocus, pas d'un génocide. Vous avez accepté un blocus, siffla Xylote. J'ai accepté de donner une leçon à ces primitifs. 30 vaisseaux me suivent. Nous y allons. 30 vaisseaux se détachèrent de la flotte principale et accélérèrent sûrement vers Nouvelle-Terra. Corvox tenta de leur ordonner de rebrousser chemin, mais ils l'ignorèrent. La flotte se fracturait. Le plan s'effondrait. Soudain, de nouveaux contacts apparurent sur tous les capteurs du système. 3 vaisseaux sortirent hors de l'hyperespace entre la flotte rebelle et Nouvelle-Terra. Ils étaient gigantesques, 2 kilomètres de génie humain et de puissance. Le Valor, le Défiance et l'Indomitable étaient arrivés. Le capitaine Elizabeth Chen se tenait sur la passerelle du Valor. Son regard se posa sur l'écran tactique qui affichait 89 vaisseaux ennemis. Les chances étaient infimes, 29 contre 1. N'importe quel commandant sensé aurait battu en retraite. Mais Elizabeth Chen ne commandait pas un vaisseau sensé. Elle commandait un navire de guerre construit par une espèce qui n'avait jamais appris à perdre avec élégance. Tous les vaisseaux exécutaient la manœuvre de dispersion infernale, ordonna-t-elle calmement. Simultanément, les 3 cuirassés lancèrent tous leurs missiles, plus de 2000 ogives à fusion. Elles se déployèrent en une sphère de feu nucléaire qui emplit l'espace entre les vaisseaux humains et la flotte renégate. La flotte extraterrestre paniqua. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Des missiles fusaient de toutes parts. Leur système de défense rapproché était submergé. Les vaisseaux se dispersèrent, tentant d'échapper aux nuages mortels. « Formation en formation !» ordonna Chen. « Accélération maximale, traversez-les !» Les 3 cuirassés se séparèrent et accélérèrent à des vitesses qui laissèrent les commandants extraterrestres bouche bée. Les vaisseaux humains pouvaient aller plus vite que n'importe quel autre vaisseau de l'espace concordant. Les amortisseurs inertiels humains pouvaient encaisser des accélérations qui auraient réduit les équipages extraterrestres en bouillie contre leurs parois.
Le Valor chargea à travers la formation extraterrestre, dispersée comme un requin à travers un banc de poissons. Ses canons électromagnétiques tiraient sans relâche. Chaque tir détruisait un vaisseau. Son système de défense rapproché la protégeait des contre-attaques. Derrière elle, les vaisseaux explosaient dans des éclairs fulgurants. Le Défiance prit le flanc gauche. Le capitaine Rodriguez est agressif et intrépide. Son vaisseau plongea au cœur des lignes ennemies. Les aliens tentèrent de l'encercler. Ce fut une erreur. Les armes du Défiance tiraient dans toutes les directions. Il était conçu pour combattre en infériorité numérique. L'Indomitable prit le flanc droit. Le capitaine Lou était prudent et précis. Elle choisissait ses cibles avec soin. Chaque tir comptait. Chaque missile atteignait sa cible avec une précision chirurgicale. Elle combattait comme un chirurgien maniant un scalpel. La bataille sombra dans le chaos. La flotte extraterrestre était incapable de se coordonner. Trop dispersée, trop désorientée, trop effrayée. Ils s'attendaient à une victoire facile contre une colonie sans défense. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent engagés dans une lutte pour la survie contre 3 vaisseaux qui refusaient de mourir. Le groupe d'attaque du commandant Xyloth n'atteignit jamais New Terra. Le Valor les intercepta. Chen ne fit preuve d'aucune pitié. Ses vaisseaux étaient venus pour bombarder des civils. Elle les détruisit tous les 30 en 20 minutes. Le vaisseau de Xyloth explosa en dernier. Il mourut en hurlant des ordres que personne ne pouvait exécuter. 6 heures après le début du combat, le Défiance subit d'un coup critique. Un tir chanceux d'un croiseur extraterrestre en fin de vie perça ses boucliers et atteignit le réacteur principal. Le capitaine Rodriguez ordonna l'évacuation, mais il était trop tard. Le réacteur devint critique. « Ici Rodriguez à tous les vaisseaux », dit-il calmement par radio. « Le Défiance est perdu. Nous allons en emporter autant que possible. Dites à la Terre que nous avons accompli notre devoir. » Le Défiance se dirigea vers le groupe le plus dense de vaisseaux ennemis. Il accéléra jusqu'à la vitesse d'éperonnage. Les extraterrestres tentèrent donc de fuir, mais Rodriguez avait parfaitement calculé leur trajectoire de fuite. Le Défiance explosa au milieu de la formation extraterrestre. L'explosion détruisit 6 autres vaisseaux et en endommagea une douzaine. Chen sentit des larmes lui monter aux yeux. Rodriguez était son ami depuis 20 ans, mais il n'y avait pas de temps pour le deuil. La bataille n'était pas terminée. L'Indomitable subit une brèche dans son réacteur 2 heures plus tard. Le capitaine Lou fut plus chanceuse. Elle eut le temps d'évacuer la majeure partie de son équipage. Le vaisseau dérivait, impuissant mais intact. L'équipage, depuis les capsules de sauvetage, observait le vaisseau s'éloigner lentement. Désormais, le Valor était seul face à 42 vaisseaux ennemis. Chen regarda son équipage. Ils étaient épuisés, blessés, terrifiés, mais pas vaincus. Jamais vaincus. « Chargez nos derniers missiles », dit-elle doucement. « On en finit. » Le Valor chargea une dernière fois. Ses canons crépitaient, son équipage se battait. Au coucher du soleil sur New Terra, ce jour-là, la bataille était terminée. 67 vaisseaux extraterrestres détruits, 22 avaient pris la fuite. Le Valor demeurait là, endommagé, marqué par les combats, mais invaincu. L'amiral Corvox observait depuis son vaisseau amiral le vaisseau humain se diriger péniblement vers la colonie. Il n'avait pas tiré un seul coup de feu. Il avait vu son opération minutieusement planifiée se transformer en un véritable bain de sang. Il avait vu des humains se battre avec une férocité qui l'avait terrifié. Il ouvrit un canal vers la bravoure. « Capitaine Chen, ici l'amiral Corvox. Je retire mes forces. Vous avez gagné. » Chen apparut sur son écran. Elle semblait avoir pris 10 ans en une seule journée. « Quittez notre système, amiral. Si je vous revois près d'une colonie humaine, je vous tuerai. » Corvox la crut. Il ordonna à ses vaisseaux de battre en retraite, tandis que le dernier vaisseau extraterrestre effectuait un saut supraluminique. Maria Santo se tenait à la surface de New Terra et observait le Valor traverser l'atmosphère. L'immense vaisseau atterrit près de la capitale tel un rempart protecteur. Sa coque était calcinée, son blindage fissuré
mais il les avait sauvés. Les 200 000 colons sortirent de leurs abris, levant les yeux vers le navire de guerre endommagé. Ils pleurèrent de soulagement et de gratitude. L'humanité avait triomphé une fois de plus. Mais le prix à payer était terrible. La résistance avait disparu. L'indomptable était anéanti. Et la galaxie était plus effrayée que jamais. La défaite sur New Terra provoqua une onde de choc à travers la galaxie. Pour la première fois en 3 Zozilan, le concordat galactique semblait affaibli. Des espèces qui avaient toujours respecté les règles commencèrent à poser des questions dangereuses. Si les humains étaient incapables de se battre ainsi, pourquoi les autres nations devraient-elles à elles handicaper leurs propres armées? Le Conseil concordé se désintégra. Différentes factions se formèrent, chacune avec sa propre vision de la gestion de l'humanité. La suprématie zeltienne exigeait une guerre totale. Ils voulaient vitrifier la Terre, détruire chaque colonie humaine pour éliminer complètement la menace. Ils étaient terrifiés et enragés. La peur les rendait dangereux. La guilde des marchands véliens souhaitait commercer avec la Terre. Elle entrevoyait des profits dans la technologie humaine. Elle envoya secrètement des messages à l'ambassadeur Webb, proposant des accords qui enrichiraient les deux parties. La République tinienne entama des négociations officielles avec l'humanité. Le général Corvox avait rédigé un rapport détaillé sur la bataille de Nouvelle-Terra. Il y décrivait les tactiques humaines, les armes humaines et la détermination humaine. Il conclut son rapport par une conclusion simple. L'humanité ne peut être vaincue par la guerre conventionnelle. Elle doit devenir alliée et non ennemie. Mais tandis que les politiciens discutaient et que les marchands concluaient des accords, les commandants militaires de toute la galaxie élaboraient leurs propres plans. 7 espèces formèrent une coalition secrète. Ils se faisaient appeler le Comité de défense d'urgence. Pour les autres, ce sont des marchands. Ils rassemblèrent 320 vaisseaux de guerre, la plus grande flotte de l'histoire galactique. Leur plan était brutal et simple. Frapper la Terre de front, contourner les colonies et détruire le berceau de l'humanité avant que d'autres cuirassés ne soient construits. Sur Terre, la flotte de défense solaire était épuisée. Le Valor était revenu de Nouvelle-Terra, à peine opérationnel. Le Défiance avait disparu. L'Indomitable avait été détruit. La Terre ne disposait plus que de 5 cuirassés opérationnels. 2 étaient encore en construction, à peine prêts au combat. L'amiral Sarah Chen examinait les rapports de renseignement avec un désespoir grandissant. 300 vaisseaux se dirigeaient vers la Terre. Sa flotte ne pourrait pas en arrêter un tel nombre. Même si chaque vaisseau humain combattait à la perfection, il serait submergé par le nombre. L'ambassadeur Marcus Webb était assis dans son bureau. Ils se connaissaient depuis des années. Des amis désormais confrontés ensemble à des choix impossibles. « On peut évacuer une partie de la population », dit Marcus d'une voix calme. « Les emmener dans les colonies. Peut-être qu'1 milliard de personnes pourront s'échapper avant l'arrivée de la flotte et laisser 8 milliards d'autres périr. » Sarah secoua la tête. « Non, il doit y avoir une autre solution. » « Laquelle ? On ne peut pas construire plus de vaisseaux à temps. On ne peut pas négocier avec ceux qui veulent notre mort. On ne peut pas fuir. Que reste-t-il » Sarah resta longtemps silencieuse. Puis elle ouvrit un dossier classifié. Projet pacificateur. Le projet a été proposé il y a 6 mois et rejeté, jugé trop fou, trop dangereux, trop coûteux. Marcus lut le dossier. Son visage se décomposa. « Vous voulez construire un vaisseau capable de détruire des étoiles ? Sarah, c'est de la folie, même pour nous. C'est la seule arme que la galaxie n'ait jamais vue, la seule chose qui pourrait les arrêter. Nous construisons le pacificateur. Nous en faisons la démonstration. Nous leur montrons qu'attaquer la Terre serait du suicide. Il faudra des mois pour le construire. Nous n'avons pas des mois, nous avons 6 semaines. C'est alors que la flotte rebelle arrivera. Nous travaillons sans relâche. Nous récupérons des pièces sur d'autres vaisseaux. Nous utilisons toutes les ressources de la Terre. Et nous prions pour terminer à temps. L'ordre a été donné à travers la Terre.
Tous les chantiers navals orbitaux se sont mis au travail sur le Peacemaker, 50 000 ingénieurs, 1 million d'ouvriers. L'humanité entière suivait la construction en direct sur des retransmissions vidéo. Le vaisseau était gigantesque, long de 5 kilomètres, plus proche d'une station spatiale que d'un navire de guerre. En son cœur se trouvait l'arme la plus folle jamais conçue par l'humanité. Un canon à éjection de masse stellaire dirigé. Elle utiliserait des champs magnétiques colossaux pour extraire de la matière du Soleil, puis la projetterait à une vitesse proche de celle de la lumière. Les principes physiques en jeu étaient terrifiants. Les besoins énergétiques étaient impossibles. Mais l'humanité avait appris depuis longtemps que l'impossible signifiait simplement que personne n'avait encore suffisamment persévéré. 12 réacteurs à fusion alimentaient l'arme. Chaque réacteur pouvait alimenter une petite ville. Ensemble, ils produisaient plus d'énergie que la plupart des étoiles. Les bobines magnétiques étaient les plus grandes jamais construites. Elles pouvaient contenir et diriger le plasma à des températures supérieures à celles du noyau solaire. À 48 heures de l'arrivée de la flotte rebelle, le Peacemaker n'était toujours pas achevé. Les ouvriers installèrent le dernier réacteur, tandis que le vaisseau était déjà en phase de mise en marche. Les ingénieurs testèrent des systèmes jamais testés auparavant. Chacun savait qu'en cas de problème, l'arme pourrait détruire la Terre au lieu de la sauver. Le capitaine Chen quitta le Valor pour prendre le commandement du Peacemaker. Elle parcourut l'immense vaisseau, observant l'arme qui pouvait sauver l'humanité ou la condamner. Les ingénieurs semblaient épuisés. Nombre d'entre eux n'avaient pas dormi depuis des jours. « Ça va marcher ?» demanda-t-elle à l'ingénieur en chef. « Honnêtement, je n'en sais rien. Les calculs disent oui, les simulations disent oui, mais on ne l'a jamais testé. On ne sait pas si le tir sera correct. On ne sait pas si ça détruira le vaisseau. On ne sait même pas si on pourra viser avec précision. » Chen acquiesça. Bref, un mardi comme les autres pour l'humanité. Tant mieux. Voyons voir si cette chose peut vraiment nous sauver. À 24 heures de la fin, la flotte dissidente détecta le pacificateur sur ses capteurs. Ils constatèrent sa taille et en rirent. Les humains avaient construit une station spatiale et l'avaient baptisée vaisseau de guerre. Ce serait facile à détruire. Le commandant de la flotte était un Krillin du nom de Maître Tex. Il avait combattu dans 30 guerres et les avait toutes gagnées. Il observa l'écran tactique affichant les défenses de la Terre. 7 cuirassés humains, 43 croiseurs plus petits et une cible démesurée et ridicule. Ce sera plus facile que prévu, dit-il à ses officiers. Les humains ont gaspillé leurs ressources à construire cette monstruosité. Il est probablement hors d'usage. Nous le détruirons d'abord, puis nous nous occuperons de leur véritable vaisseau de guerre. La flotte rebelle a interrompu son voyage supraluminique aux confins du système solaire. 320 vaisseaux, la plus grande force d'invasion de l'histoire galactique. Ils ont diffusé leur ultimatum sur tous les canaux. Humains de la Terre, vous avez défié le Concordat pour la dernière fois. Rendez-vous immédiatement ou nous détruirons votre monde. Vous avez 1 heure. La réponse de la Terre vint de l'amiral Sarah Chen. Flotte inconnue, vous violez la souveraineté du système solaire. Partez immédiatement ou vous serez anéantis. Les extraterrestres rirent. Des humains qui les menaçaient. Avec quoi? 7 vaisseaux contre 300. Leur rire fut de courte durée. Le pacificateur entra en marche. Les relevés d'énergie s'affolèrent sur tous les capteurs du système. L'immense vaisseau pivota lentement, pointant son arme non pas vers la flotte rebelle, mais vers une petite planète naine, inhabitée située à 2 unités astronomiques derrière eux. « Que font-ils » demanda nerveusement le maître Tex. La voix de son officier de surveillance tremblait. « Inconnu, monsieur. Mais les relevés d'énergie sont hors échelle. Ce vaisseau produit une puissance que je n'ai jamais vue. » Le capitaine Chen donna l'ordre. « Feu !» Le pacificateur fit feu. Un jet de plasma solaire jaillit du pacificateur. Ce n'était pas un rayon d'énergie. C'était de la matière solaire elle-même, accélérée à 80% de la vitesse de la lumière par des champs magnétiques plus puissants que tout ce que la nature avait jamais créé. Le jet était cohérent, concentré, dévastateur. La planète naine fut nommée Kepler 442.
Petite, rocheuse et totalement dépourvue de vie, elle avait existé pendant 4 milliards d'années, orbitant paisiblement dans l'obscurité de l'espace. En 3 secondes, elle cessa d'exister. Le plasma stellaire la percuta à 800 millions de mémissas. La température atteignait 15 millions de degrés. L'énergie cinétique était incalculable. La planète n'explosa pas. Elle ne s'est pas brisée. Elle a simplement disparu. Un instant, elle était céda et là. L'instant d'après, il ne restait plus qu'un nuage d'atomes ionisés en expansion, brillant plus fort qu'une petite étoile. Tous les capteurs de la flotte rebelle ont enregistré la destruction. Tous les capitaines ont assisté à la scène, incrédules. Chaque membre d'équipage a senti son courage s'évaporer comme l'eau sur une surface brûlante. Le maître Tex, figé sur son pont de commandement, était sous pression. Son interprète peinait à traduire ses pensées. Finalement, il parvint à articuler « Qu'est-ce que c'était ?» Son officier scientifique vérifiait et revérifiait les relevés. Ils ont tiré du plasma stellaire à une vitesse proche de celle de la lumière. L'énergie dégagée était équivalente à celle d'une petite supernova. Cette arme pouvait détruire un système stellaire. Ils ont détruit une planète pour faire passer un message. Un autre officier murmura. Le pacificateur pivota lentement. Son canon massif pointait loin de la planète morte, vers la flotte renégat. Le message était clair, simple, terrifiant. La prochaine fois, il ne tirerait pas sur un caillou vide. Le capitaine Chen diffusa sur toutes les fréquences. Sa voix était calme, posée et parfaitement sérieuse. Flotte inconnue. Le pacificateur a encore assez de puissance pour 12 tirs. Nous pouvons détruire 12 de vos vaisseaux à chaque tir, ou cibler vos systèmes d'origine. À vous de choisir. Vous avez 30 secondes pour commencer la retraite. Le silence dura exactement 5 secondes. Puis les vaisseaux commencèrent à passer en vitesse supraluminique, sans formation, sans coordination. Pris de panique, les capitaines s'enfuirent, sans attendre d'ordre. Des escadrons entiers disparurent, leurs commandants ayant préféré la survie à l'orgueil. Lors de la retraite précipitée, certains vaisseaux entrèrent en collision. Leurs champs supraluminiques s'intersectèrent, et les deux vaisseaux furent déchirés par des forces dimensionnelles. D'autres s'entrechoquèrent dans la course effrénée, pour être les premiers à s'échapper. La flotte organisée se transforma en une foule de réfugiés terrifiés, fuyant un véritable cauchemar. En 4 minutes, la flotte rebelle entière avait disparu. 320 vaisseaux de guerre, la plus grande force militaire jamais rassemblée. Ils avaient fui un seul vaisseau humain qui avait tiré une seule fois. Maître Tex fut le dernier à partir. Il contemplait la Terre sur son écran. Il était venu pour anéantir l'humanité. Au lieu de cela, il avait appris la peur, la vraie peur, celle qui transforme les guerriers en lâches. « Sortez-nous d'ici », ordonna-t-il d'une voix calme. Son vaisseau passa en vitesse supraluminique, quittant le système solaire à jamais. Sur Terre, 9 milliards d'êtres humains levèrent là que les yeux au ciel et exultèrent. Ils avaient été sauvés, non par des politiciens ou des diplomates, mais par une arme si terrifiante que la galaxie elle-même en avait tremblé. 3 mois plus tard, le Conseil galactique concordant tint une nouvelle session d'urgence. Mais cette fois, tout était différent. La salle était comble, mais l'atmosphère n'était pas hostile. Elle était respectueuse, prudente, empreinte de crainte. Le haut orateur Vélote se tenait au centre. Il paraissait plus âgé. Les derniers mois avaient été éprouvants pour tous. Nous sommes réunis ici pour discuter du traité de l'âme, un nouvel accord entre les consorts et l'humanité. L'ambassadeur Marcus Webb se présenta de nouveau devant le Conseil. Mais cette fois, personne n'exigea qu'il affaiblisse la Terre. Personne ne menaça de sanctions. Personne ne se moqua des vaisseaux humains. Le traité était simple et clair. L'humanité serait reconnue comme une puissance souveraine, affranchie des restrictions militaires convenues. La production de cuirassés et dreadnoughts serait limitée aux seules forces défensives. Le pacificateur serait officiellement désarmé, même si chacun savait qu'il pourrait être réactivé en cas de besoin. Des conseillers militaires humains contribueraient à réformer les doctrines de guerre de la Concorde afin de les rendre plus efficaces, et l'humanité obtiendrait un siège permanent au sein du Conseil de la Concorde.
Le vote fut quasi unanime. Seule la suprématie zeltienne vota contre. Tous les autres choisirent donc la paix plutôt que l'orgueil. Après le vote, le général Corvox s'entretint en privé avec Marcus. Le vieux guerrier trinien semblait pensif. « Vous savez ce qui me fait le plus peur chez votre espèce? Les armes » demanda Marcus. « Non, c'est que vous n'avez jamais rien voulu de tout cela. Vous n'avez pas construit le Valor pour nous conquérir. Vous l'avez construit pour vous protéger. Vous n'avez pas construit le Peacemaker pour nous menacer. Vous l'avez construit parce que nous vous avons menacés les premiers. Vous êtes l'espèce la plus dangereuse de la galaxie, et tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous laisse tranquille. » Marcus sourit tristement. « C'est la leçon que l'humanité a apprise à ses dépens, général. Le meilleur moyen de maintenir la paix est d'être trop dangereux pour qu'on ose attaquer. Si nous avions été faibles, la flotte rebelle aurait détruit la Terre. Parce que nous étions forts, ils ont fui. Ce n'est pas qu'une simple philosophie, c'est notre stratégie de survie. » Corvox hocha lentement la tête. « Alors peut-être que Concorde a quelque chose à apprendre de vous. Nous avons passé 3000 ans à rendre la guerre supportable, mais nous avons oublié de rendre la paix durable. Votre méthode est brutale, effrayante, mais elle fonctionne. Elle fonctionne parce que personne ne veut la mettre à l'épreuve. » Marcus dit que c'est précisément le but. 6 mois plus tard, la construction d'une station de recherche conjointe humano-tinienne débuta. Les deux espèces allaient collaborer au développement de nouvelles technologies, partager des informations et instaurer un climat de confiance. Il s'agissait de la première véritable coopération entre l'humanité et la galaxie. L'amiral Elizabeth Chen devint la première coordinatrice de la défense conjointe de l'humanité. Elle prononça son discours inaugural depuis la salle du Conseil, retransmis à travers toute la galaxie. « Nombre d'entre vous craignent l'humanité. Vous craignez nos armes, nos tactiques, notre détermination. Je comprends cette peur, mais je veux que vous nous compreniez. Nous n'avons pas forgé cette bravoure pour vous conquérir. Nous l'avons forgée parce que nous avons appris à nos dépens que l'univers est dangereux. La paix ne se maintient ni par la faiblesse, ni par les bonnes intentions. La paix est préservée par ceux qui sont trop forts pour qu'on les attaque. » Elle marqua une pause, regardant les caméras. L'humanité tend la main de l'amitié à toutes les espèces qui aspirent à la paix. Nous partagerons nos connaissances, nous nous défendrons contre les menaces réelles et nous œuvrerons ensemble pour un avenir meilleur. Mais à ceux qui prennent notre désir de paix pour de la faiblesse, je dis ceci, ne nous provoquez pas. Nous n'avons pas survécu à 10 000 ans de guerre en étant faciles à tuer. Ce discours a suscité la controverse. Certaines espèces l'ont adoré, d'autres l'ont détesté, mais tous l'ont respecté, car tous avaient vu le sort réservé à ceux qui s'en prenaient à l'humanité. L'UESS Valor restait en service. Elle n'était plus seule. 5 autres dreadnoughts l'ont rejointe. Ensemble, ils patrouillaient l'espace humain, protégeant le réseau croissant de colonies terrestres. Ils n'ont jamais déclenché de conflit, mais ils les ont toujours terminés. Le pacificateur a été officiellement désarmé et déplacé vers un site classifié, mais ses plans de construction ont été conservés dans des archives sécurisées à travers l'espace humain. Chacun savait qu'il pourrait être reconstruit si nécessaire. Cette seule certitude a permis d'éviter des guerres. D'autres espèces commencèrent à étudier la philosophie militaire humaine. Certaines adoptèrent les tactiques humaines. D'autres renforcèrent leur propre défense en s'inspirant des principes d'ingénierie humaine. La galaxie apprenait que la survie exigeait de la force, et non seulement des règles. Les années passèrent. Les colonies humaines s'étendirent sur des dizaines de systèmes. Le commerce avec les espèces extraterrestres prospéra. Des échanges culturels eurent lieu. Des amitiés se nouèrent. La peur se mua peu à peu en respect. Et le respect devint progressivement coopération. Mais l'humanité n'oublia jamais les leçons de ses premiers temps. Chaque navire de guerre humain portait ce même principe gravé dans sa coque, en lettres suffisamment grandes pour être lues depuis l'espace. Si vous voulez la paix, soyez trop dangereux pour être combattu. Le Valor devint une légende. Aux 4 coins de la galaxie,
Les enfants entendirent des histoires sur ce vaisseau de guerre humain si puissant que le Concordat tout entier tenta de l'interdire. Certaines histoires étaient exagérées, d'autres étaient parfaitement vraies. Toutes se terminèrent de la même façon. L'humanité intégra la communauté galactique en tant qu'étrangère, rejetée car jugée trop dangereuse. Ils avaient mené des guerres qu'ils n'avaient jamais souhaitées. Ils avaient forgé des armes qui les terrifiaient eux-mêmes. Ils avaient déployé une puissance telle qu'elle faisait trembler la galaxie. Et malgré tout, ils n'avaient désiré qu'une chose, survivre dans un univers dangereux. La galaxie apprit à respecter cela, car l'humanité avait prouvé une vérité simple que tout guerrier finit par apprendre. Le meilleur moyen d'éviter la guerre est de remporter chaque bataille avec une telle force que nul n'ose en engager une autre.